Dans cette capsule, on vous présente un entretien avec Danielle Vibien, une femme merveilleuse qui s'en va relever tout un défi, l'Appalachian Trail en mode solo. Alors, je vais me présenter, Danielle Vibien, j'ai 54 ans. Ça fait plus de 13 ans que je travaille pour l'Accordé. J'ai mis les pieds dans l'entreprise en pensant ne pas y rester. Et je me suis enfargée dans les fleurs du tapis. J'ai trouvé le sentier pour mener au bureau des achats. Ce que j'aime, moi, c'est approvisionner une entreprise et j'aime le plein air et le matériel, donc je me sens tout à fait dans mon élément. J'aime ma job. Les gens me disent « Oui, mais tu pars 6 mois, tu laisses ta job. » Ben non, justement, je ne laisse rien. Et j'ai choisi un projet qui pourrait me garder en lien avec mon employeur et avec une communauté de fidèles et d'adeptes. Et voilà le pourquoi de la Appalachian Trail maintenant dans ma vie alors que j'ai 54 ans. Alors, la Appalachian Trail, c'est un sentier de longue randonnée. Avec les recherches que j'ai faites, exhaustives, pendant au moins 6 mois, j'ai lu à peu près tout ce qui s'est écrit sur la Appalachian Trail au niveau des blogs, des randonneurs qui l'ont parcouru. C'est une distance de 3500 km. La durée moyenne, c'est entre 5 et 7 mois. Et mon défi, ça va être de compléter ce sentier. Beaucoup d'abandon, 70 % et je vais travailler très fort à faire partie des 30 % qui le complètent en entier. Pour moi, ça représente beaucoup. Le sentier, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour aller vérifier sa capacité d'endurance, pour ne pas décrocher. Et il y a plusieurs défis qui m'attendent. Simplement le fait de vivre à la merci de Mère Nature en sera tout un, parce que je m'attends à une variation de température de moins 10 à 30 degrés Celsius, des orages électriques, des grands vents. Et comme seul abri, ma tente ou ce qu'on appelle des lean-to, qui sont des abris à 3 côtés, des abris de fortune. J'ai décidé d'y aller avec un gros pack-sac. Je ne vais pas élaborer en détail sur l'équipement, mais je n'y vais pas en ultra léger, j'y vais bien équipée. Je travaille dans le monde du plein air, c'est moi qui approvisionne beaucoup d'articles ici sur le plancher. J'y crois, j'ai choisi ceux qui faisaient mon affaire. J'aimerais ça vous montrer une photo de moi quand j'avais, je pense, 4 ans. Je vous la montre parce que si vraiment je me pose la question, ça fait combien de temps que je rêve d'un projet d'envergure? Ça fait très longtemps. Je l'ai déclaré officiellement l'année dernière, le 10 février 2017. Et je me suis dit, une fois qu'il sera déclaré à mes patrons, comme quoi je fais un hiatus dans ma vie professionnelle, tout en restant en lien, parce que je l'ai présenté comme ça, là, je vais être obligée d'accoucher de ce projet que je n'arrêtais pas de reporter, soit parce que je venais de rencontrer l'homme de ma vie et j'étais en couple, ou soit parce que je venais de me séparer et j'avais le cœur en charpie et c'était pas le temps. Et je me suis dit, mais ça ne sera jamais le temps, parce que la vie étant conçue par cycle, je vais me ramasser à 65 ans puis il ne sera toujours pas coché. Donc, j'ai décidé, le 10 février 2017, de le déclarer et je me suis dit, ça va être ma date de lancement personnel et je vais mettre tout en place pendant 1 an pour partir le printemps suivant. Là, j'ai 54 ans. À l'âge de 22 ans, ma première randonnée, ça a été Détour Nature, en autobus, encadré, avec 40 personnes. Ensuite, j'ai découvert ce que c'était que de randonner seule. J'avais à l'époque une voiture et je descendais aux 2 fins de semaine dans les Adirondacks avec une carte et j'ai bâti mon expérience comme ça. Quand je me suis séparée, j'ai découvert les clubs de plein air. Je suis membre de plusieurs clubs, 5. Je suis active dans 3 d'entre eux et j'ai découvert que c'était enrichissant d'organiser moi-même, de proposer des sorties et d'amener des gens marcher. Donc, depuis 3 ans, c'est moi qui mène des groupes bénévolement. J'affiche des sorties au calendrier. Je propose des destinations. Les gens s'inscrivent, puis on y va en groupe de 5 à 10 personnes, à peu près. Au Québec, mon sentier coup de cœur, ça serait la traversée des Chic-Chocs dans le parc de la Gaspésie.
Ça permet une longue randonnée d'une dizaine de jours. Si on part de la réserve faunique de Matane, ça, pour moi, c'est très parlant. Je l'ai fait il y a plusieurs années à l'automne, une saison que j'adore. Ça serait au Québec. Aux États-Unis, c'est tout le temps dans les Adirondacks où je descends plus bas au New Hampshire pour aller jouer dans la chaîne présidentielle, là où il y a des grosses montagnes. À l'étranger, j'en ai 2. J'ai le GR20 en Corse, puis le Tour du Mont-Blanc, qui sont des sentiers de longue randonnée. Pour le GR20, c'est assez exigeant physiquement. Le Tour du Mont-Blanc, c'est plus relax. Au niveau de la durée, de partir 6 mois, j'ai jamais fait ça. Quand on part, les autres sentiers, c'était 2 semaines, 3 semaines au maximum. On voit toujours le bout. Si c'est inconfortable, c'est pas pour longtemps. La gestion est complètement différente. Là, je suis dans le long terme. Je vais vivre comme une itinérante pendant 6 mois. Les chances de décrocher sont plus nombreuses. Les chances de blessures sont plus nombreuses, mais les chances de rencontrer des gens extraordinaires sont aussi plus nombreuses. Fait que c'est différent. J'espère la voir. Je pense la voir, mais je le saurai si ça se matérialise. Moi, je pense que l'atout numéro 1 que ça prend pour compléter un sentier comme ça, c'est la persévérance. Elle va être mise à l'épreuve. Je suis une personne très organisée. J'ai planifié chaque journée et je compose mal avec les imprévus. Donc, je vais devoir sortir de ma zone de confort pour composer avec les imprévus parce que même si j'ai un itinéraire journalier, j'ai aucune garantie qu'il va se dérouler exactement comme je l'ai prévu. En fait, c'est probablement organisé par une force supérieure pour ne pas se dérouler comme je l'ai planifié. Fait qu'il faut que je me mind comme ça les matins en me levant, en accueillant ce qui se passe, parce que le moment présent est très, très important dans un voyage de longue durée. Il y a la planification, on va la mettre de côté, puis on va essayer de s'en approcher, mais on n'y sera pas attaché. C'est comme ça que je le vois. En fait, si je compare avec mon voyage sur le GR20, il y a ce qu'on appelle une communauté de randonneurs. Tes partenaires de marche, cette journée-là, cette semaine-là, et il y a des liens qui peuvent se créer. Tu prévois pas ça, tu le forces pas, ça arrive parce que c'est là, parce qu'il y a des atomes crochus, une synergie. Tu la vis au maximum, elle peut durer comme elle peut se dissoudre. J'ai pas d'attente. Moi, je suis très bien seule, je pars seule, mais ça ne veut pas dire que je ne m'ouvrirai pas à créer des liens en cours de route et à partager avec d'autres. Je sais ce que c'est que la solidarité en longue randonnée et je sais qu'il y a des belles choses à vivre. Alors, j'aurai mes moments de solitude. Moi, je suis une lève-tôt, j'ai l'intention de commencer à marcher vers 5h30 le matin. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui fassent ça. Donc, j'aurai une période de solitude le matin qui va me convenir. Et après, je compte à ce que beaucoup de gens vont marcher plus vite que moi, ils vont tous me dépasser. Je ne serai pas longtemps seule. Il y a quand même 3000 randonneurs sur le circuit. Ça ne sera pas facile d'être seule au début, en tout cas. À mesure que la clientèle s'écrème, il y aura peut-être moins de monde dans les lean-to, moins de monde en même temps au même site de camping. Ça sera un défi de balancer les deux pour moi. Mes temps libres, en fait, j'y ai pas pensé beaucoup. J'aime pas la lecture, je suis pas une personne qui lit. Par contre, à travers les blogs que je viens d'écrire dans les dernières semaines, je me découvre un goût pour l'écriture que je me connaissais pas. Là, je suis en débat présentement. Est-ce que j'amène un journal papier et je griffonne? Est-ce que j'amène une tablette et je rédige? Est-ce que je prends mon téléphone pour dicter des notes et est-ce que ça va mener à un livre sur l'expérience? Je suis en gestation là-dessus. Il ne faut pas que j'oublie que chaque équipement de plus que j'amène, je dois le porter. Fait qu'il y a un peu ça. Je ne veux pas de musique, je ne veux pas me divertir, je veux m'imprégner de la nature et du sentier. Alors, j'ai comme pas l'impression qu'il y aura tant de temps libre que ça. En réflexion, en arrêt, peut-être, simplement. Mais je vais bouger un bon 10-12 heures par jour. Fait que le reste du temps, je vais récupérer en statique, en dormant. Juste monter le campement quand tu arrives, te faire à manger. C'est encore des tâches qu'il faut que tu exécutes tous les jours. Démonter le matin, remonter le soir. Je ne le vois pas comme ça. Je ne vois pas beaucoup de temps libre. Mais du temps de réflexion, ça, je vais en avoir en marchant. Est-ce que je vais le mettre sur papier? Ça sera à voir. Le plaisir coupable qui ne me manquera pas, c'est le chocolat. J'ai prévu des M&M aux arachides. Ça résiste à toutes les températures.
J'ai des petits chocolats Ritter Sport format mini dont je ne me passerai pas. J'ai un ami de France qui m'a envoyé une tablette de 150, en fait plusieurs tablettes de 150 grammes. Celles-là, je ne les emmènerai pas. C'est trop lourd. Je pense qu'il n'avait pas compris que j'essayais de limiter le poids. Ça, c'est trop. Fait que du chocolat, j'en aurai. C'est pas ça qui va me manquer. Ce qui va me manquer le plus, là, c'est un pain croûté de chez Première Moisson au four avec la croûte dure, croustillante, puis la mi-moelleuse comme un oreiller. Ça va me manquer. C'est la seule chose. Tout le reste, je suis capable de m'en passer. Je ne boirai pas de café, je ne boirai pas d'alcool. Je suis capable de me passer beaucoup de choses, moi. Ça va me manquer. Je veux les deux. Je veux pouvoir respecter mes moments où je vais sentir que je vais avoir besoin de solitude. Ça dépend dans quel groupe je vais tomber. Ça dépend ce que le sentier va m'amener. Si c'est des gens avec qui il y a une synergie, pourquoi pas la laisser vivre? Si c'est des tempéraments conflictuels, parce que tout peut arriver. Tu mets des gens qui ne se connaissent pas ensemble, les jeux de rôle vont s'opérer, tout est possible. Et je veux me donner le droit soit de ralentir pour semer le groupe, soit de prendre une pause carrément pour créer une distance. Ce que je ne ferai jamais, c'est accélérer pour les semer, parce que moi, je risque des blessures. Fait que je vais gérer tout ça en me prenant en compte et en me disant que je suis ma priorité. Et dès que ça ne me conviendra pas, je vais me réserver le droit de me détacher. Ah, je vais tout avoir. Moi, je vais accueillir cette météo à bras ouverts parce que si je commence à prendre une pluie qui ne finit pas de front, je ne suis pas sortie du bois. Mes bottes vont être trempées, je serai probablement aussi mouillée en dedans que dehors. Et en plus, s'il fait froid puis la pluie se change en neige, je vais travailler mon multicouche, je vais me dire que c'est ce que les animaux vivent à l'année puis qu'ils n'ont pas d'abri et je vis comme eux autres. C'est à moi à m'adapter. Je vais les prendre comme ils vont venir. Et après la pluie ou la tempête vient toujours le beau temps. Je ne suis pas inquiète. Ça va être un cycle. Je vais revivre ce cycle-là plus qu'une fois en 6 mois. Ah, je tolère plus le froid parce que je peux toujours mettre une épaisseur de plus et bouger. Moi, je suis ma propre chaufferette. Je le vis en entraînement, je le vis en randonnée. Quand il fait froid dans le stationnement, c'est pas long. Après 15 minutes, quand tu commences à grimper ou à bouger, ton corps s'occupe de tempérer. Ça va bien. La chaleur, par exemple, je ne pourrais pas randonner tout nu. Je voudrais éviter le plus possible les insecticides ou les insectifuges pour ne pas me crémer la peau. Mais j'ai beaucoup de difficultés à supporter la chaleur accablante et il va y en avoir. Du 30-35 degrés, je m'y attends humide. Ça va être des journées pénibles, les nuits aussi. À part me tremper dans une rivière, je ne sais pas ce que je peux faire pour mieux passer à travers, mais je sais que moi, ça vient me chercher plus que le froid. Bien, j'aurai pas de crampons, fait que la glace, j'en souhaite pas. De la boîte, je vais en avoir en masse. J'aurai des petites guêtres. Être sale, ça ne me dérange pas. Puis je vais passer dans la flaque de boue plutôt que de la contourner. Pourvu qu'elle ne fasse pas un pied de profond, je vais choisir de jouer dans les éléments. Fait que je passe à travers la flaque. Ouais. Je découvre le blog. Moi, je ne suis pas une lectrice, mais je découvre que j'aime écrire, donner des comptes rendus, livrer mes tripes, et j'aime qu'un texte soit parsemé de photos. C'est comme ça que j'aime livrer mes partages. Et j'ai jusqu'à présent livré 3 blogs pour permettre aux gens d'apprivoiser ce que c'est que la longue randonnée, de ce que ça demande de se préparer. Le premier était sur le projet en entier. Pourquoi l'Appalachian Trail? Qu'est-ce que ça demande? C'est où? Ça se fait dans quel temps? De l'information générale. Et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui être femme et partir seule? Et pourquoi je choisis de le faire? Ça, c'était le premier blog. Il est encore disponible sur le site L'Accordé si les gens ont le goût d'aller s'en imprégner. Le deuxième, c'était sur l'équipement. Comment je suis arrivée à ma fameuse checklist et qu'est-ce que j'emmène avec moi? Le troisième, c'était sur quoi manger en longue rando. Il est paru vendredi dernier. C'est le blog le plus récent. Et j'en ai un la semaine prochaine sur l'entraînement. Comment se préparer pour un voyage de longue durée. Le blog, c'est extraordinaire comme outil de partage. Je peux faire ça à tête reposée dans mon bureau quand j'écris et que je structure ma pensée. Ce n'est pas la seule façon de partager. J'ai choisi avec l'Accordé de le faire en sentier et c'est pour ça que l'Accordé m'a remis entre les mains cet appareil
que je ne connais pas et que je dois apprivoiser en un temps record. On me dit que ça s'appelle un iPhone 7 et on me dit que je suis très chanceuse de l'avoir. Il m'est prêté. Ça va être mon outil de communication quand je serai en sentier. Des cours compte rendus, des blogs un peu plus longs, rien de comparable à ce qu'il y a sur le site web. Ça ne sera pas du 1000-1500 mots, mais quand même pour permettre aux gens de me suivre. Et je pense que c'est une première, à ma connaissance, qu'un détaillant soit solidaire d'une employée qui veut réaliser un rêve de longue date, lui fournisse un outil de communication pour qu'elle puisse en temps réel donner des feelings de ce qu'elle vit là-bas en sentier. Moi, j'aimerais bien laisser le sentier responsable d'amener à moi qui doit être là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai une adresse email que j'ai créée juste pour la trail. Est-ce que je vais la distribuer at large, à tout le monde? Il faut que je fasse attention. Je ne veux pas brimer les gens qui ont envie soit d'offrir du support ou qui veulent venir à ma rencontre. Est-ce que c'est réaliste et est-ce que ça se vit? Je le saurai de jour en jour. J'ai un itinéraire, je pourrais rendre mon itinéraire public. Il se pourrait qu'après jour 3, mon itinéraire ne tienne plus. Tout peut arriver. Si je me blesse puis je dois prendre 3 jours de repos en statique à un endroit X, je viens de décaler mon itinéraire. J'ai des gens qui m'ont dit « Fais-moi signe quand tu seras dans les Montagnes Blanches, je veux faire le dernier bout avec toi. » Pour moi, c'est trop affirmatif, c'est trop circonscrit comme offre. Si les gens veulent venir me donner un high five ou faire 2 heures de marche avec moi, pourquoi pas? Il faut comprendre que plus que ça, je vais être déphasée avec la communauté que je laisse derrière. Et je vais m'être créé une communauté de thru-hikers qui va vivre sur un beat complètement différent, très décroché de la structure et de la société. Je ne sais pas dans quel état d'esprit je serai. Donc, oui à certaines personnes, non à tout le monde. Et j'ai des Américains qui m'ont aussi dit « Hey, tu passes à côté de chez nous, I can be your trail angel. Si tu as envie de prendre une douche, viens la prendre chez nous. » Je pense que ça, c'est bienvenu. Mais de céduler des sections pour que les gens viennent avec leur gros sac puis partent 4 jours, 5 jours avec moi, je pense que c'est pas réaliste. Il faut partir du début. J'ai hâte de partir parce que ça fait un bon 4 mois que j'en parle et plus je m'approche de la date, plus j'en parle. Là, je suis en train présentement de terminer mes boîtes de nourriture. J'ai 16 boîtes qui vont être expédiées par mon collègue de l'entrepôt à mesure que je vais lui donner le go. Juste monter ça, ça m'occupe 1h30 par soir. C'est comme 1h30, 16 boîtes, ça fait 4 jours que je donne là-dedans. Ramasser toute ma nourriture, ça a été quelque chose aussi. J'en parlerai dans ma conférence, comment est-ce qu'on fait pour planifier 6 mois de nourriture. Et quand j'avais dans mon salon et ma cuisine 6 mois de nourriture, j'ai presque eu un mal de cœur. Parce que j'ai dû remballer plusieurs choses et la quantité de sacs de recyclage que j'ai généré, j'en étais mal à l'aise. C'est énorme. Je me rends compte que la façon dont je l'aborde, c'est très gros. Et j'ai laissé peu de choses au hasard. Voyons ce que la vie va décider par la suite. C'est comme ça que je le vois. Il y a une pression. J'ai jamais fait de plongée sous-marine, mais j'imagine l'effet de pression sur le corps. Je me sens comme ça. Présentement, je me sens plus lourde. D'ailleurs, j'ai à peu près, pour gérer mon stress, j'ai à peu près pris entre 5 et 10 livres. Je le sens. Même si je m'entraîne, je compense plus par la nourriture. C'est un confort immédiat. Puis je me dis, c'est pas grave, j'ai besoin de réserves. Parce que ce sentier-là va me demander. Puis à un moment donné, je vais puiser dans mes réserves. Fait qu'il y a une pression. Plus la date approche, plus je sens un certain poids. J'ai beaucoup de dossiers à fermer au travail. Je dois entraîner quelqu'un d'autre. Je dois rassurer les gens de mon entourage que ça va bien se passer. Il faut que je porte ça aussi. Il faut que je pense à toute ma vie qui continue ici. J'ai encore un appartement que j'ai choisi de ne pas sous-louer. Il faut que je m'assure que je sois en retrait automatique partout pour que ma structure continue de vivre, même si je ne suis pas là pour gérer. Il faut que j'aille me chercher des sous américains. Il faut que je fasse des prépaiements sur ma carte Visa. Est-ce que j'ai les bonnes assurances? Est-ce que je suis couverte pour toute la durée? Il y a beaucoup de démarches préparatoires. J'en ai 80 % de fait, mais il en reste 20 %.
Et je dois bien dormir. Dormir, c'est hyper important. Il faut que je puisse me ressourcer. Donc, j'ai peu de vie sociale. Je me suis retirée un peu de mes clubs dans les 3 dernières semaines parce que toute ma structure me prend mon énergie. Et j'ai encore cependant 4 sorties de plein air prévues avec mes clubs et j'en ai une avec la cordée. On va aller faire Noonmark le 25 février parce que je trouve ça important de sortir dehors. J'ai besoin de me ressourcer, moi, 1 fois par semaine. Puis si ça fait 2 semaines que je n'ai pas mis le nez dehors, je me sens pas bien. Mais là, il faut que je monte ma conférence, fait qu'il faut que je me discipline, puis j'ai un deadline, j'ai quelque chose. Je veux livrer quelque chose de bon ce soir-là et je vais me préparer. Fait que c'est très excitant, c'est épeurant, ça donne le vertige. Passer du rêve à la réalité, c'est pas facile. Parce que quand tu arrêtes de rêver, les choses prennent forme, et c'est autre chose. Ça décolle du rêve. C'est plus aussi beau que je l'avais imaginé. C'est pas aussi facile que je l'avais imaginé. C'est ça, vivre. Vivre, c'est arrêter d'être en statique puis d'imaginer. C'est de coller ça à du concret puis du vécu. Et ça demande de l'énergie. Ça rapporte. Ça rapporte beaucoup. C'est très enrichissant.